la ZFE couvrira l'A86, le Périph', les bois de Boulogne et de Vincennes, c'est-à-dire 77 communes sur 131 touchées par cette restriction. Les critères 3 seront interdits dans la zone à faible émission du lundi au vendredi de 8h à 20h, sauf sous dérogation. Mais cela veut dire que ça touche 5200 véhicules d'artisans, 49 000 véhicules utilitaires et 422 000 véhicules particuliers. Cela représente quand même des chiffres importants. Je vous laisse tout de suite avec les interviews avec Stéphane Haddad, notre président Mobiliance 75, et Bernard Cohen-Haddad, le président de la CPME Île-de-France. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Donc Stéphane Haddad, directeur de Honda National Moto à la Garenne-Colombes et président Mobiliance 75. Bernard Cohen-Haddad, je suis entrepreneur. Je suis également président de la CPME Paris-Île-de-France, membre du Conseil économique régional d'Île-de-France, et puis j'anime un think tank responsable de PME qui s'appelle le think tank Étienne Marseille. Première question, en tant que chef d'entreprise, quelle est votre position sur la zone à faible émission, la ZFE? Alors la ZFE est plutôt une bonne initiative, le but quand même de tout ça, c'est de réduire les émissions polluantes en ville et surtout sur Paris et l'Île-de-France. Nous sommes tous sensibles à la santé publique, à la qualité de vie dans nos grandes métropoles, c'est extrêmement important. Plus de 40 000 décès liés à la pollution, ce n'est pas supportable. La problématique aujourd'hui, c'est la rapidité avec laquelle les pouvoirs publics poussent la mise en place des ZFE, sachant quand même que le parc aujourd'hui roulant est pour une bonne partie critère 3, qui ne sera plus applicable à partir du 1er janvier 2025, c'est-à-dire demain. Et bien entendu également, nous comprenons qu'il faut pouvoir travailler, il faut pouvoir se déplacer, il faut pouvoir aussi prendre le temps des transitions numériques, écologiques et thermiques, et cela ne se fait pas du jour au lendemain, ça ne se fait pas par une écologie punitive. Nos clients automobilistes comme motocycles vont avoir un vrai impact. Quelle sera la répression mise en face de tout ça? Comment les gens vont-ils s'adapter? Il y a déjà eu quand même depuis plusieurs années, aussi bien sur l'automobile que la moto, une épuration du vieux parc. Il faut être quand même totalement honnête. Une bonne partie des véhicules sont déjà prêts pour ce passage, mais il reste quand même, et il faut y penser, beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens de s'équiper, qui conservent des véhicules critère 3, et ils devraient pouvoir être accompagnés en reculant à minima l'échéance. Avec l'intensification des restrictions, la ZFE, la ZTL, le périph' à 50 km/h, quel sera en fait l'impact sur les entreprises à court et à moyen terme? Les zones de faible émission, moi ce que j'appelle les zones de forte exclusion, y compris de forte exclusion sociale. La zone de trafic limité, qu'on appelait à l'origine la zone de trafic apaisé, la réduction de la vitesse 50 km/h sur le périphérique sont en réalité une façon de montrer que les politiques, et surtout à Paris en Île-de-France, ne veulent plus de la voiture dans l'espace public. Alors il faut reconnaître que le deux roues motorisé a subi de nombreuses réglementations ces dernières années. Déjà, alors que nous sommes, il faut le rappeler quand même, un mode de mobilité l'une des moins polluantes qui existent, il faut le savoir, de nombreuses études l'ont prouvé. La première de ces réglementations qui a été à effet extrêmement rapide, ça a été la mise en place du stationnement payant à l'intérieur de Paris intramuros. Donc le marché a été énormément déstabilisé à ce moment-là, surtout que les pouvoirs publics à Paris l'ont annoncé au mois de mai pour une mise en place le 1er septembre. Donc post-Covid, c'était une vraie brutalité sur notre activité. Les gens se sont rués sur les véhicules électriques chinois importés sans aucune garantie, service, pièces et réseaux, et pour que le marché, 6 mois après, commence à baisser et ne fait que baisser maintenant depuis 2 ans. On s'aperçoit que ces mesures sont pénalisantes pour beaucoup de nos activités économiques, pour beaucoup de nos collaborateurs, pour beaucoup de nos consommateurs qui vivent loin des zones de mobilité, c'est-à-dire de l'accès au métro, de l'accès à la SNCF, qui vivent dans des zones rurales. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ces décisions vont au rebours d'une meilleure fluidité économique,
d'une meilleure fluidité sociale et aussi d'une meilleure atomisation de la place des entreprises, mais aussi des logements et de l'habitat, et donc aussi tout simplement la qualité de vie dans l'espace francilien. Mais pour la plupart des gens qui recherchent une mobilité à Paris, la mobilité électrique aujourd'hui n'est pas encore arrivée au niveau que les gens en ont besoin. Ces mesures vous conduisent-elles en fait à repenser votre vision stratégique et également vos investissements au sein de vos établissements? Bien entendu. Aujourd'hui, avoir une vision à long terme pour les concessionnaires motocycles ou automobiles, pour Paris Intramuros et la proche banlieue, est extrêmement compliqué. Nous freinons nos investissements, nous réduisons nos surfaces pour nous adapter à notre environnement, en attendant de voir comment s'adaptera le marché, parce qu'il faut bien comprendre que personne aujourd'hui n'a une vision à long terme pouvant dire le marché sera à tel volume dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Donc pour l'instant on reste attentif, ce qui est dommage, parce que je pense qu'encore une fois, il y a une valeur ajoutée de notre mobilité, en tout cas pour le 2 roues motorisés. Donc on va être patient et espérant pouvoir nous adapter les uns et les autres. Alors ces mesures qui sont, je le rappelle, des mesures contraignantes, punitives, qui tombent souvent la veille pour le lendemain, ont un impact sur l'investissement des entreprises. Elles ont un impact aussi sur leur engagement financier, puisque beaucoup n'ont pas les moyens de se doter de véhicules propres immédiats. D'autres n'ont pas tout simplement la capacité de trouver ce type de véhicule. Certains constructeurs n'ont pas les types de véhicules qui correspondent à l'activité, notamment des grues thermiques, c'est quand même relativement rare. Et puis, il y a aussi une difficulté d'installation de nos entrepreneurs dans des zones qui pourraient être développées économiquement, mais qui aujourd'hui ne bénéficient pas d'infrastructures, c'est-à-dire transport en commun, bornes de recharge, parking, extérieur ou souterrain, et puis capacité aussi pour les consommateurs de pouvoir venir se déplacer. Donc c'est une double peine, à la fois une difficulté au quotidien en matière de financement de ces nouvelles acquisitions de véhicules, et puis difficulté aussi de se déplacer dans des zones où on pourrait tout simplement créer de la richesse, créer de l'emploi, parce que les infrastructures de mobilité ne sont pas là. Les véhicules électriques restent un achat coûteux pour les particuliers et les professionnels. Avec la suppression d'aides, cela crée un paradoxe pour obtenir des véhicules de plus en plus propres. Le marché de l'automobile et de la mobilité baisse de plus en plus et est difficile. Je laisse les professionnels répondre à la suite de mes questions. En tant que professionnel de la mobilité, vous sentez-vous soutenu par les relais des pouvoirs publics et entendu? Absolument pas. Aujourd'hui, il y a un vrai blackout des pouvoirs publics de s'adresser aux professionnels, aucune concertation. Williams et ses équipes essayent de se battre au quotidien pour pouvoir avoir des contacts, des rendez-vous pour expliquer les choses, mais malheureusement les politiques aujourd'hui sont absolument hermétiques à tout échange et toute communication. C'est bien dommage, parce que c'est tout un pan de l'économie qui aujourd'hui est en grande souffrance. C'est important de prendre en compte que les gens ont besoin de mobilité, que les transports en commun ne peuvent pas absorber toute la mobilité dont a besoin l'Île-de-France. Il faut aussi accepter qu'on doit avoir une certaine mobilité, et cette mobilité, elle peut être décarbonée avec des véhicules électriques, mais des véhicules hybrides, mais aussi des véhicules thermiques, motos qui consomment, aujourd'hui on a des scooters qui consomment moins de 2 litres au 100. Donc acceptons aussi que c'est une solution de mobilité et non pas une contrainte. Aujourd'hui, on a une situation économique qui est catastrophique pour nos TPE et PME, pour nos commerçants, pour les constructeurs, pour les artisans. Nous avons besoin de dialogue avec les entreprises, avec les pouvoirs publics, et ce dialogue, il se passe dans le cadre du respect mutuel. Et aujourd'hui, on a encore trop l'impression qu'un certain nombre de responsables politiques déroulent leur programme sans prendre le temps, en amont, de dialoguer avec nos entreprises dans les territoires. C'est pour ça que nous appelons de nos voeux à un test PME pour pouvoir mesurer l'impact des politiques publiques dans les régions, mais aussi au niveau national, sur l'écosystème PME, parce que ce sont nos entreprises de proximité qui font la richesse de nos territoires. Les dérogations qui sont envisagées pour la ZFE, est-ce que vous les trouvez suffisantes? Est-ce qu'elles permettent aussi de maintenir la continuité des activités des entreprises? Quand il y a beaucoup de dérogations sur un texte de loi ou sur une décision publique, ça prouve que la décision publique est mal conçue. Et c'est bien ça aujourd'hui qu'il faut se dire. Ces dérogations sont nécessaires parce que le texte ne va pas dans le bon sens. Ce texte
va au rebours d'une dynamique de mieux penser les mobilités de demain, l'intermodalité responsable, comment on peut mieux se déplacer en véhicule thermique, en vélo, en scooter, mais aussi à travers les transports publics, dans l'espace francilien. C'est ça aujourd'hui que l'on doit penser. C'est des c'est des dérogations à minima qui concernent qu'une certaine partie de la population, qui créent des clivages. On voit bien la brutalité qu'il y a aujourd'hui dans l'usage des voies publiques. Donc essayons au contraire de faire en sorte que les usagers des voies publiques, que ce soit les vélos à assistance électrique, les deux roues motorisées, les voitures, s'acceptent. Et que pourquoi pas, s'il y a des choses à faire, qu'on refasse un code de la route acceptable par tout le monde. Donc on doit accepter de vivre en communauté, on doit accepter les restrictions des uns et des autres, mais il faut qu'elles soient aussi partagées dans un bon environnement. Et je pense que c'est aussi le rôle des pouvoirs publics de faire en sorte que tout le monde accepte le partage des voies de circulation. Ça devrait être même l'essentiel pour la sécurité de tous et le bien-être de chacun. Alors, si vous aviez la charge de la mise en place de la ZFE, quelles mesures mettriez-vous pour équilibrer les exigences économiques, écologiques et l'emploi? Nous sommes tous attachés à pouvoir mieux vivre, mieux respirer et mieux se déplacer dans la ville. Ça fait partie d'une attente de nos entrepreneurs, de nos familles, de nos collaborateurs et des consommateurs. Ça, c'est le socle commun de nos entreprises, de nos grands métiers, de nos grandes fédérations. Mais aujourd'hui, il faut penser différemment cette ZFE et moi je suis pour la mise en place d'un péage qui permettrait tout simplement de réguler mieux l'accès aux centres sacralisés des grandes villes pour pouvoir tout simplement y laisser encore des véhicules thermiques qui, pour des raisons tout simplement de confort, personnes en situation de handicap, personnes tout simplement malades ou consommateurs et logistiques qui viennent chercher des produits ou les livrer afin tout simplement de mieux réguler la circulation dans ce type d'espace. Il y a une capacité de faire des exonérations sur ce type de péage, comme à Rome, comme à Milan, comme dans d'autres grandes villes européennes. Et ça, pour moi, ce serait une façon beaucoup plus équitable de permettre à ceux qui aujourd'hui n'ont pas les moyens de se payer des véhicules électriques ou hybrides, de pouvoir accéder à un certain nombre de centres économiques et puis aussi de permettre une transition sur la longue durée, comme sur le périphérique par exemple, et de renforcer aussi la qualité du contrôle technique afin de mieux l'affiner pour faire en sorte que nos véhicules soient encore plus responsables, même s'ils restent thermiques. Pour moi, la première des mesures, c'est de refaire le calendrier. Ou en tout cas d'accepter une certaine dérogation de 12 mois, de 24 mois. Les constructeurs ont bien compris l'importance d'aller vers des mobilités décarbonées. Les constructeurs y travaillent. Il faut simplement leur donner un cahier acceptable pour l'industrie. Je pense que tout le monde a besoin, encore une fois, de mobilité. Cette mobilité passe, bien entendu, par le vélo à assistance électrique, qui a pris de plus en plus d'ampleur, on le voit bien dans les villes, mais aussi par du deux roues, scooter, moto à faible émission, de la voiture électrique, de la voiture hybride. Le prix aujourd'hui d'une voiture, juste à rentrer dans une concession, les prix ont augmenté entre 20 et 30% suivant les personnes qu'on écoute en quelques années. Les nouveaux véhicules sont pas assez abordables, alors que leurs véhicules anciens, c'est-à-dire les véhicules thermiques qui ont subi le contrôle technique, pour pas dire les contrôles techniques, restent encore utilisables et de bonne qualité. Que la mobilité du deux roues reste une mobilité accessible. On a une mobilité aujourd'hui, on peut acheter un scooter 125 cm3 pour entre, on va dire, 3 500 € et 5 500 €. C'est quand même beaucoup moins cher qu'une voiture. Ça consomme beaucoup moins, ça émet beaucoup moins d'émissions polluantes et ça permet d'avoir une mobilité à une personne ou deux personnes. Laissons les industries s'y adapter, laissons les gens s'y adapter avec un calendrier plus adapté justement.